Monsieur McDonald, merci, Monsieur le Président. Donc, on vient vous chercher. Que faites-vous? Où allez-vous? Alors, Kona vient me chercher. La première des choses, je dépose mon épouse et mes enfants à la résidence du grand médiateur Mathieu Ekra. La raison est toute simple, parce que l'épouse du grand médiateur, c'est la marraine de mon épouse. Donc je la dépose là-bas avec les enfants et moi-même, je vais à ma résidence officielle à Cocody, qui venait d'être pillée, ça tirait de partout et, ironie du sort, j'ai été accueilli là par mon porte-parole qui m'a dit « Mon général, faites très attention parce qu'il y a des tireurs. Il y a des tireurs sur les toits, donc faites très attention. » Je voudrais tout simplement appeler l'attention de la Cour pour dire que c'est comme ça que mon porte-parole est décidé parce que lui-même a été pris à partie par un tireur d'élite. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, il faut que j'aille à la résidence du président Laurent Gbagbo, lui dire ce que j'ai entendu à l'ambassade et essayer encore de le convaincre de démissionner. Je prends donc mon véhicule et mes éléments de garde qui étaient là ont dit non, mon général, appelez Dogbo qui viennent dans un véhicule civil pour que vous y alliez. J'ai réfléchi et puis j'ai vu qu'ils avaient raison. Donc on l'appelle, il vient, on embarque dans un véhicule civil et on part chez le président Laurent Gbagbo. Je ne réalisais pas encore le danger. Donc on est parti et devant la résidence, il y avait des chars, il y avait des soldats un peu en débraillés. Et on est rentré. Et c'est quand on est rentré dans la résidence que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce qu'il y avait du monde. Dans mon esprit, vu la situation qui prévalait, j'allais trouver le président Laurent Gbagbo pour pouvoir lui parler calmement. Mais il y avait du monde. Mais j'y étais. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Donc j'arrive, on me fait passer sous un portique de sécurité, on me fouille et puis on me fait asseoir. Et je vois le chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo qui a porté un gilet pare-balles. Son directeur de protocole, Aboubakar, qui a abordé un gilet pare-balles, qui va me narguer pour dire le général est devenu ambassadeur, l'ambassadeur est devenu militaire. Comme pour me dire, moi je suis général, je suis allé à l'ambassade, et lui, ambassadeur, il a un gilet pare-balles, donc il est devenu militaire. Mais il ne sait pas qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu. Il ne sait pas qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu. Parce que Dieu a fait qu'aujourd'hui, le général, effectivement, Dieu ayant inspiré le président Ouattara, est devenu ambassadeur. Et lui, tout ambassadeur qu'il était, aujourd'hui, il rêvait un peu une tenue de militaire. C'est lui qui, pour peu ou pour prou, dit non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Donc j'attendais, et puis le président Gbagbo est sorti. Et quand il est venu, je suis allé vers lui, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Ah, mais tu étais où ?» J'ai dit « Ah, président, je sors de l'ambassade. » Mais j'avoue qu'ils étaient confiants parce qu'il avait une attaque sur le palais
qui a été repoussé, donc ils étaient confiants. Et compte tenu de l'ambiance, je n'ai pas eu le courage de dire au président Gbagbo ce que j'avais entendu et ce pour lequel je me suis déplacé à sa résidence. Parce que je me suis dit, mais pour avoir simplement proposé, le président a démissionné, on a voulu me tuer. À un moment où ils sont confiants, venu lui dire, président, voici ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas comment je vais sortir. Donc à lui, je ne lui ai rien dit du tout. Par contre, quand il m'a vu, il a dit, bon, appelez les officiers, appelez les officiers. Donc, Kona est arrivé, Gouanou est arrivé, tous les officiers qui se battaient sont arrivés, et séance tenante, on a eu une réunion. On a eu une réunion où le président a dit, bon, reprenez le combat. Mangou, le général est là, allez-y, reprenez le combat. Et à la fin de la séance, Dieu, sachant faire les choses, il m'a appelé dans un coin, il m'a dit, on était déjà le dimanche 3, il m'a dit, mon général, je vous reçois le lundi. Quand je suis sorti, il y a une journaliste de la radio Côte d'Ivoire qui est venue vers moi et j'ai vu le monde, tout ce qui était dans la cour, venir. Donc tout le monde s'est attroupé. Je ne me suis pas laissé prendre, hein. Donc j'ai fait une déclaration. J'ai dit, elle m'a demandé si j'étais venu pour reprendre le combat. J'ai dit oui. Nous sommes venus pour reprendre le combat où nous l'avons laissé. Et M. Cadet Bertin, qui était là, m'a dit, mon général, bon, allez-y, allez-y, on vous envoie la... On vous envoie la presse, faites une déclaration. Donc, j'embarque dans le véhicule, on ressort, j'arrive à ma résidence, la presse est là, entourée des officiers Kona, Vagba, Dobo et autres. Je fais effectivement la déclaration. Je fustige même le comportement de ceux qui sont au Golfe. Je fustige le comportement de nos frères qui y sont. Donc ils étaient vraiment rassurés que j'ai fait la bonne déclaration. Et quand on a fini, ma chance, c'est que le service presse qui est arrivé, c'était le service presse des armées conduit par le colonel Abina. Donc après ça, j'ai appelé Abina de côté pour lui dire, mon colonel, je t'en prie, ne fais pas passer cette déclaration. Ne fais pas passer cette déclaration. Dieu, sachant faire les choses, Abina a suivi mes instructions et cette déclaration n'est jamais passée à la RTI. Après... On va continuer dans le après, mais revenons en arrière. Et pour ce faire, Monsieur le Président, j'aimerais appeler une vidéo CIV OTP 0047 0817. Nous allons la projeter du début jusqu'à la minute 3:06. Il y a également un transcrit CIV OTP 0049 2838. Il s'agira des lignes 1 à 57. La
la date, si on veut, ressortira des paroles qui y sont prononcées. Alors, je veux juste m'assurer que la coordination entre la traduction pour les interprètes, transcrits, tout est beau, tout est bien. Vous avez bien, ils ont le transcrit en question? The top binder, the number. Le président, mais quel est l'intercalaire dans votre classeur? Quel est l'intercalaire? La greffière d'audience 260. Et vous avez donc la main au niveau du canal évidence 2. Alors, regardez les images, la vidéo, et je reviendrai avec des questions. Je vous remercie. La greffière d'audience. L'intercalaire est 260. Donc, numéro 0047 08 17. Et l'intercalaire, c'est l'intercalaire numéro 260, que les interprètes n'ont pas. L'intercalaire 260 ne figure pas dans le classeur qui a été remis aux interprètes. Top 260 doesn't exist. Le président, l'intercalaire 260 n'existe pas. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi nous avons toujours ce problème avec les transcriptions. Please, court usher, could you Le président, Madame l'huissière. we are bringing now a hard copy. Le président, une copie papier va être transmise aux interprètes, apportée aux interprètes. I'll do that. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous avons un souci technique au-delà du problème de la transcription. Il n'y a pas de son qui émane de notre système depuis notre pupitre. La vidéo fonctionnait bien ce matin. À titre subsidiaire, nous pourrons procéder de la manière suivante. Si Madame le greffier peut diffuser la même vidéo depuis le début, nous en serions reconnaissants. Et je vous demanderai à quel moment vous arrêtez. Je crois que ça s'arrête à la fin. Le juge président, à ce moment-là, donc le son proviendra de l'ordinateur du greffier. Monsieur MacDonald, oui, tout à fait. Enfin, si cela est possible. Le président, oui, pas de problème. À mon avis, c'est possible. Le greffe sait qu'elle doit diffuser la vidéo jusqu'à 3 minutes 6, donc ça ne devrait pas être un problème.
dans leurs mains, annoncés réfugiés à Timestamp will be from the beginning of the video. Est-ce que nous diffusons depuis le début, dit la greffière d'audience? Si elle est frappée d'embargo, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire en ont donc dans leurs mains, annoncé réfugiés à l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, où en fuite le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, est bien à son poste. Hier nuit, il a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Philippe Mangou était accompagné des généraux Édouard Tiapé Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Doboblé, commandant de la garde républicaine, Vagba Fossigno, commandant de la marine nationale, du colonel-major Boniface Conan, commandant du théâtre des opérations, et du lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Que ceux qui pensaient que la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité était décapitée se ravisent. L'armée reste toujours soudée autour du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui tient fermement la barre. Il suit heure après heure la résistance héroïque du peuple ivoirien et des forces de défense et de sécurité. Des forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons le lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Général de corps d'armée, Philippe, chef d'état-major des armées, Après la crise, je vais récupérer. Attention, quand tu as fait Thank you. Monsieur MacDonald, merci. Sorry, I was... Monsieur MacDonald, pardon, je demandais simplement à mon collègue. Monsieur MacDonald n'a pas terminé sa phrase. Was everything... Le président, est-ce que tout a été traduit? Tout ce qui a été diffusé a été traduit? in the video shown? Can you tell the Mr. Prosecutor? Can you tell us the... Le juge président, est-ce que vous pouvez nous indiquer la ligne? Cela a commencé à partir de la ligne 1 jusqu'à la ligne, Monsieur MacDonald, de la ligne 1 à 57. Alors on pourra ajouter peut-être ce passage plus tard. Le président, oui, est-ce que ça va maintenant? Oui, très bien. Veuillez poursuivre votre interrogatoire, monsieur. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Reconnaissez-vous les images? Oui. S'agit-il de la même réunion à laquelle vous faisiez référence plus tôt? C'est bien ça. Très bien. Alors, je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous rappelez-vous où vous étiez? On était à votre résidence. Vous avez demandé à ce que votre
déclaration ne soit pas projetée sur la RTI? Que se passe-t-il par la suite? Donc, j'avais demandé que ma déclaration ne soit pas transmise à la RTI. Je suis resté un peu avec les officiers et aux environs de 20 heures, mon épouse m'a appelé pour me dire que le médiateur est malade. Donc, les gens savent que nous sommes sortis. Il ne faudra pas que les gens viennent à la maison. Ça va déranger la famille. Donc, de venir les chercher. Donc, je suis allé à la résidence prendre mon épouse. L'épouse du médiateur s'opposait parce qu'elle disait que moi, je suis militaire, que sa fille n'est pas militaire, avec les enfants, elle ne sait pas où nous allons, qu'elle veut bien les garder. Alors, je l'ai rassuré pour dire non, que j'ai une autre résidence, que nous allons partir là-bas. Donc, juste brièvement, si on peut clore ce sujet-là pour revenir à un point de détail, s'il vous plaît. Je peux continuer? Oui, juste peut-être aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Donc, je vais chercher mon épouse. Et puis, bon, ça tirait de partout, hein, avec des cadavres un peu partout, des barrages. Et on arrive au lieu dit. Je trouve les deux entrées obstruées. Les gens ont mis des briques de part et d'autre. Je prends une arme et mon aide de camp fait descendre, enlève les briques. On fait passer le véhicule, on remonte et j'entre à la résidence. Et c'est de là-bas, c'est à la résidence, que je suis resté sans sortir jusqu'au 9 avril, l'œuvre de Dieu. Le 9 avril. Alors, on se rendra au 9 avril. J'aimerais qu'on revienne à votre présence à la résidence dans la nuit du 3, 4. Vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes. Quel type de personnes? Décrivez-nous ce que vous voyez. Et vous avez mentionné dans votre témoignage tout à l'heure qu'ils étaient dans la résidence. Est-ce qu'on parle de l'édifice lui-même ou on parle du terrain? Décrivez-nous, j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour qu'on reprenne ce que vous avez vu. Ces personnes que j'ai vues vaguement étaient dans la cour. Il y avait du monde. J'avais même reconnu des ministres du président Laurent Gbagbo. Il y avait du monde. C'était dans la cour. C'était dans la cour. Comment étaient-ils habillés, les gens armés? Non, ceux qui étaient dans la cour n'étaient pas habillés. C'était des civils. À l'extérieur, qui gardait la résidence? Alors, à l'extérieur, on est passé très rapidement. Hein. J'ai vu seulement quelques militaires en tenue débraillée. Et puis bon, on est rentré. Voilà, on est rentré. C'est quand, je crois, le général Kassarati venait qui l'a un peu chahuté. Sinon, puisque j'étais à Dobo, nous on est passé, on est rentré. Voilà. Maintenant, c'est sur le chemin du retour, que j'ai vu 5 véhicules de transport de troupes banalisés, pleins. Je dirais même pas de soldats, de mercenaires. Je dis bien de mercenaires. Conduits par le commandant Seka Seka. Parce que dans cette crise, je ne sais pas trop pourquoi, mais
J'ai été au devant de la crise pendant les 10 années de crise. Pendant les 10 années de crise, 3 ans sur le théâtre des opérations. En tant que commandant du théâtre des opérations, j'ai fait beaucoup de tournées. Je suis allé dans les plus petits hameaux où étaient nos hommes. Je les connais. Je les connais de visage, peut-être pas de nom. Je connais l'attitude de nos soldats. Même chef d'état-major, j'ai fait ces tournées et ce que je voyais, ce n'était pas nos soldats. Avec un accoutrement bizarre, des maillons de chaîne entrecroisés sur la poitrine, des tenues demi-saison, mi-treillis, mi-civil, commandées par CKCK, qui était l'aide de camp de la première dame, qui, en situation de paix, n'avait pas de troupes sous sa responsabilité et qui se retrouve avec des gens qui dépassaient même une compagnie plus. J'ai regardé, c'était des mercenaires, ce n'étaient pas des soldats ivoiriens. Était-il armé? Superbement armé. Superbement armé. À telle enseigne que moi-même, je me suis posé la question, j'ai dit, mais on a demandé des munitions. À chaque réunion, on demande au président Gbagbo les armes, les munitions. À une réunion, lui-même, il s'est énervé. Il a dit, mais je ne comprends pas, monsieur le ministre. Comment se fait-il que j'ai remis 5 milliards d'euros et puis que je n'ai rien reçu encore? À une séance, il a envoyé le ministre Cadet Bertin. On va revenir à cela, rassurez-vous, mais revenons à superbement armés. Décrivez-nous les armes qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, ils étaient armés de Kalash, de RPG, ils avaient même des PA, mais ils étaient armés. C'est une enseigne que je me suis demandé, mais quand est-ce que les munitions sont arrivées? Parce que moi, chef d'état-major des armées, nous qui avons fait la demande de munitions, je n'ai reçu aucune munition jusqu'à la fin de la crise. Et c'est ça. Hier, vous m'avez posé la question, qui était un peu tendancieuse. Je vous apporte la réponse. Quand vous avez parlé d'Anonkwa-Kouté, vous avez dit, mais c'est un village ébrié. J'ai dit oui. Vous-même, vous êtes ébrié. J'ai dit oui. Et je sous-entendais, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas pu sauver des ébriés? Mais j'apporte la réponse parce que nous étions à court de munitions. Et j'espère que les gens d'Anonkwa-Kouté l'ont compris, parce que leur chef de village, lui-même commissaire de son État, était au poste opérationnel. Donc il savait le problème de munitions. Si vous me donnez la parole, je vous ferai l'état de notre armée, les conditions dans lesquelles nous nous sommes battus pour qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ne sont au fait de rien nous traitent de traîtres, nous traitent de peureux, alors que nous nous sommes battus réellement pour la République. Et je suis prêt, parce que venant ici, je sais que je suis un témoin à charge important, je me dois de dire la vérité à la communauté nationale, à la communauté internationale, sur tout ce qui s'est passé. Donc, toutes ces informations, je vous les donnerai. Vous aurez l'état réel de notre armée et vous verrez si, en ce moment-là, vraiment, on devait aller combattre.
que faites-vous si on revient ou on poursuit, si on veut, au mois d'avril? Donc, vous êtes chez vous, tout ce temps-là. Que faites-vous à la résidence, à votre résidence? Alors, je suis avec la famille. J'ai demandé à tout le monde de couper le téléphone, de n'entrer en communication avec personne. Parce que nous savons ce qu'on peut obtenir avec le téléphone. Donc on suivait de temps en temps les informations. Moi j'avais mon téléphone ouvert, mais j'ai demandé à mes enfants, à mon épouse, de couper la communication, surtout aux enfants, de ne pas toucher au téléphone. Ils peuvent comme ça, s'ils venaient à recevoir un coup de fil de leur ami, dire où nous sommes. Donc ils ont coupé, mais moi mon téléphone était allumé, mais je ne communiquais avec personne pour le moment. Tout à l'heure, vous avez mentionné avoir quitté, ou vous êtes resté à votre résidence, pardon, vous avez dit « je suis resté à la résidence jusqu'au 9 ». Alors, que se passe-t-il? Alors, le 9 matin, aux environs de 9h30, 10h, c'est le capitaine de vaisseau Conan qui m'appelle de toute urgence. Et il me dit, mon général, on a besoin de vous. On a besoin de votre expertise. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, l'étau se resserre sur le palais. Si vous ne faites rien, on risque de tuer le président Gbagbo. Alors je lui dis, mais vous qui vous battez là, vous faites quoi? Il me dit, non, nos hommes ont jeté leurs armes dans la lagune, au niveau de Blocos. Moi, j'ai traversé, je suis de l'autre côté à Lokodjoro. Et je lui dis, mais l'expertise, c'est quoi? Il me dit, mon général, c'est pour demander le cessez-le-feu. Je dis, mais si c'est pour demander le cessez-le-feu, vous qui vous battez, vous pouvez demander le cessez-le-feu? Il me dit, non, mon général, comme vous avez eu l'habitude de travailler avec les commandants des forces impartiales, si vous demandez, ça va passer, mais si nous on demande, ils ne vont pas accepter. Du coup, voici encore l'œuvre de Dieu. Du coup, la promesse que j'ai faite au président Alassane de demander le cessez-le-feu m'est revenue. Et je saute sur l'occasion. Et la première personne que j'appelle, c'est le Premier ministre Soro Guillaume. Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, nous demandons le cessez-le-feu et l'arrêt des combats. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème en général, on va arrêter les combats. La deuxième personne que j'appelle, M. Kadé Bertin. Je lui dis, Monsieur le ministre, nous allons demander le cessez-le-feu. Il dit, oui, d'accord, demandez le cessez-le-feu. Mais dans les discussions, faites en sorte que le président Gbagbo n'aille pas à l'extérieur, mais qu'il reste à Mama. Je lui ai dit, OK, dans les discussions, c'est ce que nous allons demander. La troisième personne que j'appelle, c'est Dogbo. J'ai dit, Dogbo, est-ce que tu veux d'un cessez-le-feu? Il me dit, oui, mon général, je veux d'un cessez-le-feu. Je lui ai dit, tu vois, nous sommes tous des militaires. Un combat, avant de l'engager, on fait l'étude des rapports de force. Quand c'est de 3 contre 3, on se bat. De 2 contre 3, on peut encore se battre. De 3 contre 1, en plus, quand ils ont la supériorité aérienne, on arrête le combat. Bon, d'accord, je vais demander le cessez-le-feu.
L'autre personne que j'ai appelée, c'est Aouma. Il me dit, oui, mais mon général, ce n'est même pas d'un cessez-le-feu qu'on a besoin. Les Blancs là n'ont qu'à venir, on va tout arrêter. Et je lui ai dit, non, on ne va pas procéder comme ça. On va demander le cessez-le-feu et dans les négociations, on va voir ce qu'on va demander pour le président Gbagbo. Et j'appelle enfin le général Palacé, commandant les forces Licorne, qui me dit, mais oui, mais bon, demandez au président de se rendre, on arrête le combat. J'ai dit, ok, mon général, c'est ce que nous allons faire. Et j'appelle maintenant le général Berena, commandant les forces de l'ONU. J'ai dit, mais général, nous sollicitons un cessez-le-feu et l'arrêt des combats. Et le général Berena, qui me dit, mais quelles sont les conditions du cessez-le-feu? Je lui ai dit, mais mon général, je vous demande un cessez-le-feu et vous me demandez les conditions. Bon, écoutez, il y a 3 conditions. La première condition, protéger la population. La deuxième condition, protéger les éléments des forces de défense et de sécurité qui ne veulent pas se battre, mais qui sont pris à partie par les autres. La troisième condition, ouvrez des couloirs pour permettre à la population de se ravitailler. Le général me dit, bon, il est 11 heures. Et je ne sais trop pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois que j'ai eu à faire ce compte rendu à quelqu'un, quand je regarde ma montre, il est toujours 11 heures. Et là, il est aussi 11 heures. Il est 11 heures. Le cessez-le-feu va intervenir à 11h30. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi 11h30? Il dit non, le temps de donner des instructions, là, on arrête le cessez-le-feu à 11h30. J'ai allumé la télévision. Effectivement, à 11h30, il n'y avait plus de tirs. Je regarde à la télévision, je vois les gens sont sortis, ils ont commencé même à se ravitailler. Et le premier coup de fil que je reçois vient de la présidence. C'est l'amiral Gbagbo qui m'appelle pour me dire, mais mon général, vous avez demandé la reddition de l'armée. Excusez-moi, monsieur le président, du mot que je vais utiliser. Je lui ai dit, tu m'emmerdes. Vous êtes dans le bunker avec le président. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas demander au président d'attendre 5 ans. Ou bien vous voulez qu'on vienne le tuer d'abord. Il m'a dit, bon, je rends compte au chef. J'ai pensé qu'il allait me passer le président. Il me passe le chef de cabinet du président de la République, M. Couillot. Et je répète la même chose à M. Couillot, qui m'a dit, OK, je vais rendre compte au chef. Et puis après, j'attends. Et Berena m'appelle, il me dit, bon, maintenant que le cessez-le-feu est intervenu, il faut que nous arrêtions 1 heure pour nous retrouver à Sebroko, au siège de l'ONU ici, pour discuter des modalités de tout ce qui se passe. Et pendant ce temps, le président reçoit des journalistes internationaux. Donc, il y avait une interview où il dit, bon, ce sont les militaires qui ont demandé le cessez-le-feu, mais est-ce qu'il a gagné les élections? Il faut que nous, les civils, on se retrouve. Et peu de temps après, je reçois le coup de fil du général Berena qui me dit, mais mon général, je ne comprends pas. Vous m'avez demandé un cessez-le-feu. On a arrêté le cessez-le-feu. On a même convenu de l'heure de la rencontre. Et on nous attaque encore. Donc le cessez-le-feu venait d'échouer. Et les bombardements ont repris le 10, le 11. On voit sortir le président encagoulé.
It's 11 o'clock. Le président, il est 11 heures. Donc il est 11 heures et comme d'habitude, nous allons faire notre pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11h30 pour le deuxième volet d'audience. Merci beaucoup, l'audience est levée.